On voudrait vous présenter une petite synthèse d'une petite partie des résultats de notre étude sur les bases vocales qui pourraient éventuellement être communes entre les différents genres de musique chantée, de musique vocale. Je vais vous présenter Anne Ramoni, qui est professeur de chant, chanteuse et coach vocal pour les maîtrises du Conservatoire de Lausanne, qui est à la tête de ce projet. Bonjour et bienvenue. Je préfère utiliser ce micro parce que j'ai pas de voix parler trop fort. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ou comme ça? Comme ça. Est-ce que je peux le poser? Posez-le là, je vais lire les temps. C'est pas d'interférence sonore. Bienvenue et merci d'être là. À mon tour de vous présenter mon collègue, Anthony Gian Tommaso, qui est professeur de diction lyrique et accompagnateur à la Musique de Lausanne. Dans notre groupe de recherche, il était particulièrement en charge de la littérature. Il a passé, si j'ai bien compris, bien des nuits et des rayons de bibliothèque à lire, fouiller, chercher dans la littérature. J'en profite pour saluer dans la salle aussi Catherine Lyonnais, qui est partie du groupe de recherche, qui s'est aussi prêtée à l'exercice de recevoir une caméra pour filmer quelques-uns des cours que nous avons fait chez plusieurs professeurs qui sont là d'ailleurs, et qui nous a aidé aussi avec son regard de praticienne et de professeur de doyenne du Conservatoire de Lausanne, et qui nous a permis de rester en lien avec nos collègues du Conservatoire de Lausanne. J'aimerais saluer aussi Angelica, responsable du département de recherche de la Haute École, qui nous a accompagnés depuis janvier 2006, début 2016, le début de la recherche de ces conseils avisés et à veiller qu'on soit rigoureux sur la méthode, les processus et pour que les résultats aient un petit peu de crédibilité. Voilà. Merci à vous d'avoir surveillé de près. J'aimerais saluer aussi Aline Soumi, qui est professeure à l'EJMA, qui est en charge notamment du groupe vocal de musique actuelle et qui a aussi accepté le premier 4 cours commercialisés qui nous ont permis d'observer l'enseignement du chant en groupe vocal d'enfants, musique actuelle. Merci à Joanne, d'être là aussi professeur de chant à l'EJMA, qui a aussi accepté le caméra. C'est un exercice vraiment pas évident pour un professeur que d'accepter de se faire filmer au cours, et c'était une base de données qui était très précieuse pour les travaux. Donc si on va parler de divers genres de musique vocale, c'est peut-être intéressant juste de voir de quoi il s'agit, et peut-être se demander ce que demande le marché pour un chanteur aujourd'hui, un chanteur professionnel, et en fait qu'est-ce qui est exigé d'un chanteur professionnel aujourd'hui. Une petite vidéo de YouTube, puisque c'est une ressource incroyable.
pas écrit comment chanter Highway to Hell dans son CV. Voilà. Donc on voit en fait que son talent, l'Espagne a du talent d'ailleurs, et on voit que son talent n'est pas limité à sa voix. Et ça c'est peut-être quelque chose de très important aujourd'hui dans l'enseignement du chant, du crossover, dans la musique classique, donc on a d'autres genres à chanter. Donc, on a posé des questions par rapport à la nécessité de la diversité en fait dans le chant professionnel. Est-ce que c'est nécessaire? Et si c'est nécessaire, il faudrait des bases techniques extrêmement solides pour pouvoir faire ce genre de crossover. Barbra Streisand a fait du classique dans les années 70, Nathalie Dessay fait de le grand aujourd'hui, et il y a Montserrat Caballé qui a aussi chanté avec Freddie Mercury. Donc ça fait quand même 30 ans qu'on a cette espèce de mélange de styles et de différents genres. Donc, ensuite on se pose la question pourquoi apprendre le chant? Est-ce qu'il faut pouvoir faire tout ça? Est-ce que tout le monde veut en fait au début de l'apprentissage du chant, devenir chanteur professionnel? Donc, pour ceux qui veulent devenir chanteur professionnel, il y a peut-être maintenant la question du talent qui va se poser. Est-ce que le talent fait partie de l'apprentissage au début des études? Normalement, on est tous plus ou moins capables, sauf handicap majeur, de courir les 100 mètres, mais est-ce qu'on est tous capables en fait d'être champions des 100 mètres? Est-ce que le meilleur entraîneur du monde va permettre à tout le monde de devenir champion du 100 mètres? Je voulais juste avec cette petite question là. Ceci sous-entend quand même une formation très solide. Et on est nombreux à avoir dans les oreilles des interviews de chanteurs en plein essor de carrière, tout à coup devoir s'interrompre pour des problèmes vocaux, disparaître de la scène 6 mois, une année et demie, chercher un professeur, vraiment retravailler toutes les bases, revenir ensuite avec une voix plus soyeuse, plus épanouie, plus riche, disant qu'ils ont complètement changé notre technique. Et cet état de fait nous a interrogé sur la qualité de ce qui était transmis dans les écoles de musique et si, au niveau des débutants, les bases vocales étaient suffisamment bien transmises pour éventuellement prévenir ce genre de choses. Peut-être une de ces choses importantes au niveau du début et l'acquisition des bases vocales serait le fait que pour le chant, le chanteur doit en fait construire un instrument et apprendre à le jouer. Pas pour le pianiste, on s'assoit à un instrument qui est déjà plus ou moins fonctionnel et puis on apprend à le jouer. Donc, pour le chanteur, la construction et l'apprentissage de l'instrument se fait en même temps. C'est une immense difficulté par rapport aux autres instruments qu'on pourrait apprendre dans un conservatoire. Comme nous avons la chance de travailler dans une institution où on trouve des cours de chant, style classique, comédie musicale, et pas loin de chez nous, il y a l'EJMA où plein de genres de musique actuelle sont enseignés. Nous avons vraiment choisi et délibérément voulu étendre notre champ de recherche transgenre, que ce soit à la fois le classique, la comédie musicale et les musiques actuelles, jazz, pop, rock, etc., qui soient concernés par notre recherche, ainsi que vraiment de tous les âges, depuis les débutants, dès l'âge de 6 ans jusqu'aux adultes. On s'est penché donc sur le débutant, quel que soit son âge, son genre, et quel que soit le genre de musique auquel il se destine. Ce qui, dit juste en parenthèse, ne fait pour l'instant, en tout cas à notre connaissance, l'objet d'aucun ouvrage. C'est moi. Voilà, alors j'arrive aux objectifs. Donc le premier objectif de notre recherche était de dégager l'existence ou non d'éléments de technique vocale de base communs à tous ces genres, quel que soit l'âge et le genre de la commune. Si oui, le deuxième objectif était de déterminer quels étaient ces éléments et d'essayer de les définir aussi précisément que possible, de façon aussi détaillée que possible. Et enfin, de se poser la question de savoir si l'ensemble de ces éléments pouvait faire l'objet d'un module de base vocale. On a appelé ça comme ça, faute de savoir mieux cerner l'idée et à quel moment le proposer à un débutant, par qui, sous quelle forme. Voilà, la question était ouverte et voilà quels étaient les objectifs de départ. Assez rapidement, en travaillant en groupe au sein de notre groupe de recherche, on s'est dit que la meilleure chose à faire était de commencer par la littérature.
Et donc, Anthony ici est collé et a fouillé une bonne trentaine d'ouvrages assez précisément, et une bonne dizaine extrêmement précisément, pour nous fournir assez rapidement quand même l'intuition qu'une réponse du oui à la première question était plausible. Des mots et des concepts quand même revenaient assez généralement dans tous ces ouvrages comme posture, souffle, phonation, mais apparaissaient sous diverses formes. On entend parler très régulièrement d'axe, tiens-toi droit, vertical, le souffle, expire, inspire, les notions de soutien. Et enfin, au niveau de la phonation, les questions voix de tête, voix de poitrine, tonus de corps vocal, toutes ces notions étaient vraiment régulièrement présentes dans tous les ouvrages parlant de chant, que ce soit dans le genre classique, enfin vraiment tous les genres, et les ouvrages pour enfants et les ouvrages pour adultes. Au bout de quelques mois, Anthony nous a soumis une grille qui allait nous servir de grille de travail. Alors vous voyez dans la colonne de gauche les mots, on va dire, génériques. Et dans la colonne de droite, c'est absolument pas exhaustif. C'était pour nous aider à vraiment avoir une bonne image de chacune de ces notions génériques. C'est les termes sur lesquels on peut entendre parler des mots qui sont dans la colonne de gauche, dans les différents ouvrages, et ces termes peuvent changer d'un pédagogue à l'autre, d'un expert à l'autre, d'un ouvrage à l'autre, mais on sent quand même qu'ils recouvrent tous un peu une même réalité, qui sont les réalités qu'on a listées dans la colonne de gauche. En regardant cette grille, en nous l'appropriant petit à petit au début de nos interviews et de nos observations sur le terrain, on s'est rendu compte qu'une notion manquait, étonnamment peu présente dans la littérature, c'est celle de l'intonation, qui est une notion qui apparaît très rapidement dans les cours, quel que soit vraiment partout, et on l'a intégrée dans le chapitre résonance, phonation, enfin c'était un petit peu, voilà, on l'a intégré par là dans nos observations pour pouvoir extraire de tout ce qu'on a entendu et vu les termes correspondant à ces colonnes-là. Voilà, au niveau méthodologique, on a cette grille, et puis on va se mettre en 4 champs d'investigation. Le premier temps, donc la lecture, des livres en anglais, allemand, italien, tout ce qu'on a trouvé qui pourrait éventuellement parler du chant. Mais malheureusement, c'est pour le chant classique. C'est maintenant, dans les années 50, qu'on commence à voir l'apparition des livres sur le chant moderne, le chant contemporain, pour la musique dite contemporaine. Donc pas contemporain dans le sens négatif, mais contemporain dans le sens jazz, rock, ce genre de choses. Donc les livres sont très peu pour la musique contemporaine. On a lu aussi les anciens textes comme Tosi, Garcia, parce que c'est obligatoire dans n'importe quelle étude sur le chant, et de voir comment ces notions en fait persistent aujourd'hui jusqu'à dans le dernier ouvrage sur le chant contemporain. Ensuite, on a parlé avec quelques experts, logopédistes, phoniatres, même un chanteur qui a fait toutes ses études ici à Genève déjà à l'âge de 8 ans, il a fait la maîtrise, et puis il a terminé son perfectionnement, je ne sais plus le titre à l'époque, de virtuosité à l'Haute École de Lausanne, donc il a fait en fait plus ou moins 20 ans d'études sur le chant, et quand lui a vécu ses bases vocales, est-ce que ses bases ont été correctes pour lui, on lui a voulu dire que oui, depuis le début, il a complètement appris et compris et eu la possibilité de chanter correctement de façon saine, sans se fatiguer. Donc les questions qu'on a posées à ces experts et à ces chanteurs professionnels étaient: qu'est-ce que vous croyez être les bases vocales? Quels sont les éléments nécessaires à enseigner depuis le début de l'apprentissage du chant? Est-ce que voilà, je peux dire l'inventaire de ce qui pardon, prof de diction, de ce qu'ils pensent être important dans l'apprentissage du chant depuis le début. Ensuite, on a observé 4 cours de 6 élèves débutants. Donc, il y avait 2 élèves en chant classique, 2 élèves en jazz et 2 élèves en musique actuelle. On a pu observer et filmer, et ensuite prendre les informations de ces cours et mettre ces informations sur les fameuses grilles. Et puis ensuite, l'observation des cours collectifs. On a vu et filmé 8 cours collectifs, donc des cours d'enfants, dont 4
pour le domaine musical, musique actuelle et 4 cours de musique classique. On a accueilli toute l'information de ces 4 sources, on les a mis sur les grilles, puis on a comparé les différentes informations et les différentes grilles pour faire les synthèses, et c'est ce qu'on vous présente de façon très réduite aujourd'hui. C'est donc le plus petit dénominateur commun, on va dire, entre toutes les grilles que nous avons. Où tout le monde semble être d'accord, une convergence. Au niveau de la posture, c'est déjà de son importance. Et tous parlent de quelque chose qui ressemble à un alignement sans rigidité, qui veut dire une disponibilité du corps. Le mot naturel revient très souvent et une notion d'axe central. Ça, c'est la première chose pour la petite habitude. Des notions d'ancrage et de centrage interviennent aussi partout. Viennent ensuite une notion qui est extrêmement, qui est dite de façon très variée, qui parle d'énergie, de tonus et de détente en même temps. Trouver l'équilibre entre relâché et présent. Il y a vraiment une infinité de mots qui sont utilisés, mais qui disent quelque chose justement de l'équilibre entre tonus et détente. Enfin, chez tout le monde, il y a une attention qui est portée à l'indépendantisation, la différenciation des mouvements de mâchoire, de langue et de nuque, pour que l'élève comprenne où et quoi et puisse faire fonctionner chaque élément de façon indépendante les uns des autres. Et enfin, la posture est la plupart du temps travaillée en lien avec le souffle. Pour le souffle, on a observé des remarques par rapport à quelque chose de naturel. Qu'il fallait qu'on maîtrise le souffle sans tension, et qui est en fait l'importance d'une distinction entre l'inspire et l'expire. Et c'est pour ceux qui ont essayé le chant, vous avez déjà remarqué plusieurs fois que nos élèves au début confondent peut-être ces notions d'inspire et de l'expire. On parle souvent du mouvement général des côtes et du diaphragme. On parle souvent de l'accompagnement des abdos, surtout lors de l'expire. On va souvent parler de respiration calme et tranquille, avec un inspire calme et tranquille, et un petit débit d'air pour l'expire. On va essayer d'amplifier les capacités respiratoires de nos étudiants à partir de ce naturel. Donc, que l'inspire serait sans volonté, et on va rallonger l'expire progressivement. Tout le monde, et absolument tout le monde, à 110%, parle de la notion de soutien. Par contre, il n'y a pas 2% qui sont d'accord sur exactement ce que c'est le soutien. Une chose est sûre, c'est qu'on parle souvent de lier le souffle à la voix, donc pour faire de la phonation, lier la voix au corps pour faire de la phonation, et lier le corps à l'émotion pour chanter. Ensuite, la phonation. On est tous d'accord qu'au début, en tout cas, l'élève doit apprendre à faire des sons, à sonner, en respectant la position du larynx dans son conduit, c'est-à-dire exactement à la douane, à la frontière entre la trachée et le pharynx. Il s'agit de savoir utiliser ce larynx sans le pousser, sans le redescendre, en le laissant vraiment tranquille, donc en respectant les pressions sous-glottiques et subglottiques. En tout cas, à la base, c'est ce qui est demandé de façon générale. Au niveau de la phonation, on développe aussi très rapidement l'oreille pour que l'élève apprenne à évaluer le son qu'il produit et qu'il sache si au niveau de l'intonation, il est dans ce qui est demandé ou non. Et enfin, on parle de l'accollement des cordes, à peu près vraiment chez tout le monde, qui doit être dans un juste tonus, ni trop appuyé, ça ne doit pas aller jusqu'à la musculature et jusqu'au tendon, mais quand même suffisamment clair pour que les muqueuses des cordes puissent vibrer d'une contre l'autre et fournir un son sain, un son naturel, un son qui corresponde à la personne. Une fois que le son est fait, au niveau phonatoire, il faut qu'on l'amplifie. Donc la résonance, tout le monde est d'accord sur, plus ou moins d'accord, sur les résonateurs. On parle du pharynx, on parle de bouche et de nez.
Il y a d'autres mots comme sinus qui viennent dedans, mais je ne vais pas le dire, ce n'est pas un résonateur. D'accord? Et c'est très rare en fait de dire ça, mais on est plus ou moins tous d'accord sur 3 pharynx, donc un rhinopharynx, un mucopharynx et un laryngopharynx, et l'usage de ces 3 pharynx pour amplifier le son, le nez et la bouche. Donc, par rapport à l'intonation, il a été constaté aussi que l'intonation se trouve entre phonation, vu que le hauteur des notes change au niveau des cordes, mais aussi le problème d'articulation et de résonance par rapport à la justesse, c'est-à-dire l'articulation des voyelles, le rôle des harmoniques dans les voyelles par rapport à la justesse, le rôle de la résonance pour faire sonner les harmoniques des voyelles par rapport à la justesse, donc assez compliqué, et c'est pour ça que beaucoup d'auteurs sont d'accord dans une espèce de bloc entre phonation, intonation et résonance. Alors, il faut aussi observer dans la littérature que pour la musique contemporaine, et aussi dans les cours observés, le mot intonation vient beaucoup plus souvent chez eux que dans l'enseignement de la musique classique. Le mot intonation apparaît partout dans la littérature et aussi dans les cours que vous avez observés de musique contemporaine. Dans le chapitre de la diction et de l'articulation, et pour faire suite à tout ce que nous a raconté Isabelle, toutes les voyelles, consonnes, l'articulation des consonnes dans les langues habituellement chantées par chez nous, c'est-à-dire français, allemand, anglais, italien, espagnol, le latin aussi, ont été culturellement codifiées, ce qui unifie l'enseignement dans tous les genres de musique, en tout cas au départ. L'attitude de l'élève, du professeur et la relation pédagogique est quelque chose assez nouveau dans la littérature, et peut-être aussi dans nos cours. Personne n'était gentil avec moi dans mes débuts d'études de chant, et je vois qu'aujourd'hui tout le monde est gentil, et ça c'est bien. Donc on va voir l'importance de tout ça. Au niveau du professeur, qu'est-ce qu'on attend de... T'es pas gentil, hein, je sais. Que le professeur aujourd'hui, on attend à ce qu'il sache un peu mieux les choses. Il faut qu'il puisse nommer les muscles. Est-ce que le fait de savoir les noms des muscles m'aide à mieux chanter? Je sais tous les noms des muscles, ça ne m'aide pas à chanter. D'accord? Donc on attend ça aujourd'hui un peu du professeur, et qu'il sache en fait guider l'élève grâce à cette information dans toutes ses forces et ses faiblesses. L'élève, par contre, il faut qu'il soit vachement disponible. Il y a des élèves qui ne sont pas à l'écoute. On peut leur donner toute l'information qu'il faut, mais ils savent mieux. Est-ce qu'il est capable, lui, de travailler de façon autonome à la maison? Est-ce que c'est sa problématique pour lui ou la problématique du professeur? Est-ce qu'il est réellement à l'écoute, l'élève? C'est juste des questions qui ont été posées dans les livres, ce qu'on a observé dans les cours. Ensuite, il y a la relation réciproque entre le professeur et l'élève. Est-ce que le professeur comprend la façon dont l'élève comprend les choses? Est-ce que le professeur est vraiment à l'écoute de l'élève et des questions de l'élève? Et est-ce qu'il y a un langage commun entre le professeur et l'élève? Une espèce de co-conceptualisation. Si je dis diaphragme, est-ce que l'élève sait exactement ce que c'est le diaphragme, où il se trouve et comment il fonctionne? On est souvent là en train de dire oui, je comprends, mais peut-être l'élève ne comprend pas. Et est-ce qu'on est très clair au niveau pédagogique de ce besoin de l'élève de comprendre ou pas? Est-ce qu'il est capable de comprendre ou pas l'information qui lui est donnée? On recherche de plus en plus aujourd'hui la bienveillance dans la relation pédagogique entre le professeur et l'élève. C'est fini le professeur de piano, un crayon pointu qui piquait en dessous du poignet pour commenter la position grecque au clavier. On est plus à l'éveil de l'auto-écoute et de l'auto-évaluation qui va permettre davantage d'autonomie de l'élève chez lui. Et quelque chose de très important peut-être pour l'élève, c'est le respect de sa propre identité vocale, qu'il soit à l'aise avec sa voix et que le professeur soit à l'aise avec la voix de son élève et qu'on n'essaie pas de transformer la voix de l'élève. Que tout le monde soit exactement à l'aise et confortable avec l'identité vocale de l'élève. De plus en plus, on demande des notions de santé vocale. L'élève est plus au clair avec les effets de ce qu'il mange et voit sur son chant, et que le professeur puisse donner d'autres conseils par rapport à ça aussi. Si vraiment, généralement, tout converge au niveau
anatomique et fonctionnelle de l'instrument, des divergences apparaissent à partir du moment où on utilise cet instrument. Donc c'est dans l'usage que les choses commencent à diverger. Pour nous aider à savoir où nous arrêter dans les convergences et dans les éléments qu'on voulait mettre en évidence dans cette recherche, on a quand même essayé de voir où commencer les convergences. Au niveau de la posture, et on l'a très bien vu dans l'extrait qu'on a vu en début de présentation, la tenue corporelle dans le classique sera plus statique, sera plus stabilisée, et dans les musiques plus contemporaines, jazz, pop, rock, comédie musicale, on va plus s'appuyer sur la pulsation et on va plus bouger. Du souffle, l'entraînement du souffle pourrait changer selon le style. Peut-être dans la musique classique, on va chercher à rallonger le souffle en vue des phrases plus longues, davantage de legato. Peut-être dans la musique contemporaine, on va approcher l'usage du souffle qui se rapproche plus au style parlé, de la voix parlée, et aussi des phrases éventuellement plus courtes. La notion de soutien, dans tous les cas, que ce soit musique contemporaine ou classique, reste toujours un petit mystère et il y a beaucoup de convergences par rapport à ce que c'est le soutien. Et chez lui ? Oui, il y a beaucoup de divergences. Question phonation. Dans la musique classique, on va exiger des attaques simultanées, équilibrées et coordonnées. Et soit dit en passant, dans les cours que nous avons observés dans la musique allemande, notamment la musique contemporaine ici, jazz, pop, rock, c'est aussi demandé, mais très rapidement, vraiment dans les premiers mois déjà, on va demander dans ces styles-là des façons d'utiliser la voix plus particulières comme les cris, les râles, les cassures dans le son qui vont vraiment être des effets qu'on va très vite intégrer dans cette musique, ce qui n'est pas le cas dans le style classique. On observe également des divergences entre la façon de travailler la voix chez les filles et les garçons à l'époque prépubère. La littérature est encore très petite à ce niveau-là et pour ce sujet, nous vous renvoyons volontiers à la conférence de Lola Schweitzer qui va avoir lieu le 2 mars prochain et qui probablement va aborder ce sujet. Il y a aussi des particularités qui peuvent intervenir dans l'enseignement des voix chez les personnes plus âgées. Et là aussi, la littérature est encore très restreinte, mais on sait qu'il y a des adaptations à faire aux critères habituellement. Par rapport à la résonance de la voix, le son dans la classique serait plus un résultat des idées reçues, des critères culturels et esthétiques. C'est-à-dire que la voix est plus cultivée. Peut-être au niveau de la musique contemporaine, on va aller plus dans l'identité vocale naturelle, 100% naturelle du chanteur. Et la voix serait laissée plus libre pour que l'élève puisse s'exprimer naturellement et instinctivement sans les codes de la musique classique. Et ces différences pourraient éventuellement se faire au niveau du pharynx. En tout cas, c'est ce qu'on lit le plus dans la littérature, ce qu'on a observé le plus dans les cours. C'est-à-dire qu'on va utiliser différemment le pharynx pour amplifier le son. En musique contemporaine, le microphone nous aide à amplifier le son. On n'a pas de microphone pour la musique classique, donc on cherche les équilibres au niveau de la résonance pharyngée pour projeter le son des fautes de microphone. Dans le chapitre diction et articulation, la diction et l'articulation du texte va devoir être adaptée à chaque style et à chaque genre de musique en fonction des couleurs que celle-ci requiert. Par exemple, en classique, on va demander qu'on articule tout selon les codes usuels, ça va vraiment persister durant tout l'enseignement, tout l'apprentissage, alors qu'en musique contemporaine, les accents, les particularismes régionaux vont beaucoup plus tôt intervenir. Au niveau de l'attitude du professeur, de l'élève et de la relation, tout le monde est beau et tout le monde est gentil dans les deux styles de musique, classique et contemporaine, qu'on va étudier. C'est vrai, les jazzeux, non? Ouais. Mais pour compléter ce chapitre des différences, on a constaté des divergences d'ordre terminologique, autant dans la littérature qu'en observant les professeurs divers enseigner.
Ça concerne certaines notions comme par exemple la notion du soutien, on l'a déjà dit, qui est vraiment enseignée et expliquée de façon très diverse. Des expressions comme voix de tête, qui pour certains pédagogues sont perçues, enfin cette notion est perçue comme une notion de phonation, et d'autres prennent ça pour vraiment dans chacune des résonances. Mais l'existence même de ces divergences montre combien tous ces éléments sont interdépendants les uns des autres. Et il n'a pas été rare dans notre analyse des cours filmés et des écrits de nous demander dans quel chapitre, mais il fallait bien qu'on codifie pour arriver à analyser, dans quel chapitre mettre certaines notions. Déjà, elles étaient dites de façon très diverse, mais certaines pouvaient vraiment passer dans les notions de souffle, d'autres déjà dans les notions de phonation. Ça a été parfois difficile de codifier, de remplir nos grilles. Dans notre recherche, nous étions aussi attentifs à notre question sur le module de base vocale auquel nous pensions, et nous avons rencontré divers modèles de pédagogie de chant qui nous ont paru intéressants. On a regardé, et deux en particulier, parce que nous avons pu les approcher de plus près, ont retenu notre attention et nous ont paru contenir dans leur protocole tous les éléments que la littérature en général et l'observation de nos cours nous avait permis de mettre en évidence. Donc ce sont deux modèles parmi beaucoup de modèles qu'on a lus, et cette liste n'est absolument pas exhaustive, mais nous pouvons vous les présenter succinctement du fait de les avoir approchés plus particulièrement. Voilà, donc je vais vous présenter deux modèles, je ne les ai pas choisis parce qu'ils sont meilleurs que d'autres. C'est absolument pas ça. Pour finir, c'est parce que j'ai pu personnellement avoir des cours avec des fondateurs de ces deux modèles. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que l'autre, ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui existent, j'insiste. On ne fait pas de prosélytisme, c'est ni de la publicité pour ces deux modèles. J'insiste là-dessus. Donc le premier serait le Complete Voice Technique, ou CVT, du Complete Vocal Institute à Copenhague. Le deuxième serait la coordination respiratoire sur les principes de Lynn Martin et Robin Dehaas, qui est une méthode qui nous vient des États-Unis, mais qui est développée ici en Europe par un Lausannois. Donc, ce qui est intéressant avec ces deux approches, comme on l'a déjà dit, les deux approches mettent dans leur protocole tous ces éléments, tous ces rubriques qu'on a déjà discuté, c'est-à-dire souffle, posture, phonation, résonance, articulation, diction et attitude pédagogique. Les deux approches sont en fait utilisées pour la voix chantée et la voix parlée. Les deux approches sont adaptables aux styles et aux cultures différentes. Les deux approches ont des bases scientifiques et anatomiques complètement vérifiables et justes. Les deux approches encouragent l'entraînement et la mise en place d'automatismes de façon autonome par les élèves. Et les deux approches sont adaptées à tous les âges et les trois sexes. Pardon. C'est aussi niquer des hommes-femmes et tout à l'heure. Donc, impossible de discuter en peu de temps ces deux modèles, mais voilà, on va essayer juste de vous donner l'aperçu de ces deux modèles et comment ça va fonctionner. Voilà, The Complete Voice Technique, résumé sur une page. Catherine Sadolin a développé cette technique depuis les années 80 à Copenhague, elle-même étant étudiante de Joe Estill, qui, elle, a fait un travail incroyable sur la codification de ces notions. Et Catherine Sadolin voulait en fait changer l'approche du chant, ne plus employer les mots voix de tête, ne plus employer même le mot pharynx. Elle voulait jeter d'autres coups de projecteur sur tous ces éléments de chant. Et donc, on va commencer quand même avec l'analyse de ce qu'elle fait pour voir que tout ce qu'elle discute entre dans notre hypothèse avec ces fameux rubriques. On voit déjà un élément de la posture qui serait ici, d'éviter d'avancer la mâchoire et de crisper les lèvres. Si je vais éviter d'avancer la mâchoire et de crisper les lèvres, j'ai besoin d'autres appuis anatomiques et posturaux. Donc elle parle quand même de la posture. Elle va ensuite en parler de la posture en même temps que le souffle avec le soutien. Quand elle a travaillé le soutien, la première chose qu'elle a dit était « mets ton axe central en place ».
Donc, difficile de diviser le souffle et la posture dans cette école danoise. Au niveau de la phonation, elle va parler de ce fameux twang. J'ose pas vous le montrer, je suis pianiste. D'accord? Mais le twang, c'est une espèce de son de base avec un accolement juste des cordes en compression médiane. Une fois qu'on a ces trois principes fondamentaux de base en place, et ça se fait pas dans les premières 5 minutes d'un cours, comme vous pourriez bien l'imaginer, on va ensuite choisir un mode vocal. Pour elle, il y en a 4. On a neutral, curving, overdrive et edge. Avec mes oreilles de chef de chant de musique classique, j'ai compris que le neutral était une espèce de son détimbré, une espèce de voix de tête, un son comme ça, et quelque chose qui n'a pas beaucoup de couleur. Il y a une petite fuite d'air, c'est pas grave, ça crée une couleur. Ensuite, le curving serait ce son-là que j'ai interprété comme une voix de tête. Mais ce sont mes moi. De façon dont moi j'ai perçu ça. Elle ne va pas employer le mot voix de tête, justement pour ne pas entrer dans ce problème de co-conceptualisation. Pour elle, tout le monde fait du curving. Tous les étudiants apprennent à faire du curving. Ensuite, overdrive serait éventuellement, à mes oreilles, la voix mixte. Et ensuite, edge, la voix de poitrine, ou mécanisme 2. Ou mécanisme lourd, comme vous voulez. Et un, très bien, justement, de problème. Il n'y a pas ce problème, on parle de edge. D'accord? Très bien. Donc, une fois qu'on a choisi le mode, on va ensuite choisir une couleur. Donc, je prends le neutral, et faire plus sombre, ou plus clair. Donc, je prends le edge. La puissance, plus léger, j'arrive pas, mais justement dans cette école, on expérimente avec tous ces sons, toutes ces couleurs sans le moindre jugement esthétique. C'est ça qui est aussi extrêmement intéressant. Donc, on va faire le sombre et le clair. Le sombre et le clair a des influences sur la hauteur du larynx dans la gorge. Et puis elle va utiliser différentes voyelles pour trouver ce sombre et clair, et même pour trouver les 4 modes. Une fois qu'on a choisi un mode et une couleur, on pourrait, selon le style de musique qu'on chante, ou selon l'émotion qu'on cherche à avoir, on pourrait ajouter un effet de son en distortion, creak, ce son-là. Et puis un des effets que je trouvais le plus intéressant était dans la deuxième colonne, le 4e mot, vibrato. Dans l'école de computer voice technique, le vibrato est juste un effet qui donne une couleur musique classique. Donc, juste aux effets, tout le monde apprend les mêmes choses, et puis on va utiliser ces effets pour faire des différences de style. Ensuite, au niveau pédagogique, c'était hallucinant de voir comment on était tous accompagnés. C'était un stage d'été sur 5 jours qui était financé par l'EMU. Je remercie chaleureusement. Aussi Saint-Jean Copenhague qui a comme endroit. Bref, l'encadrement était exceptionnel. Et c'était intéressant de voir comment on était tous encouragés de travailler. Et chose que j'ai jamais vue au conservatoire, c'est les élèves qui travaillent à 3 heures le matin à la recherche de trouver les effets, les modes, etc. etc. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, exactement comment il faut travailler. En même temps, ils vont finir avec le microphone devant la bouche. Ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui va chanter Casta Diva. Donc voilà. Et un effet aussi de peut-être vite fait, mais si on va plus en dedans, c'est vraiment très très intéressant comme nouvelle approche à la chose. Sans porter jugement, bien sûr, c'est juste que ce modèle propose des solutions à nos rubriques de soutien, phonation, posture, etc. Ensuite, la coordination respiratoire selon les principes de Lynn Martin et Robin de Haas. En 2006, Robin de Haas, qui est un ex-étudiant de l'EMU, est allé aux États-Unis, il a ramené cette technique en Suisse. Et puis, c'est une technique qui est à la base respiratoire, c'est pour aider les emphysèmes à mieux trouver la respiration dans les années 50 et 70, 60-70. Et en travaillant avec l'anatomie fonctionnelle, on a mis en place des protocoles qui commencent avec
connaissance du corps jusqu'aux dernières émotions dans Cascade. Dans cette méthode, l'apprenant, le débutant, est d'abord allongé sur une table et le praticien fait le tour de toutes les chaînes musculaires plus ou moins engagées de près, de loin dans la mécanique ventilatoire. Et il s'assure que des excès de tension ne subsistent pas. S'il en rencontre, il les réduit, il apprend à les réduire, de façon à ce que la personne puisse se retrouver quelques temps plus tard debout, dans un tonus correct et dans une verticalité aussi correcte, avec une mécanique ventilatoire restaurée aussi harmonieusement et complètement que possible. C'est ce qu'on appelle la coordination respiratoire. Il s'agit aussi de voir sur les abdominaux, les intercostaux, les côtes, de tout travail harmonieusement. Vient ensuite la coordination qui s'appelle laryngo-pharyngée. Donc le sujet est invité à produire des sons, parler, chanter sur des vocalises extrêmement basiques. Ça va jusqu'à une sirène, grave à l'aigu et en revenant au grave. Et il est vérifié que les espaces de résonation, bouche, nez et tous les pharynx, restent fonctionnels et disponibles sans perturber l'équilibre préalablement installé au point 1. Puis, le sujet de voir que ça fonctionne, le sujet est invité à prendre du répertoire pour s'engager, trouver un terrain d'engagement émotionnel et affectif. Et il est vérifié que cette coordination neuro-émotionnelle est atteinte, dans le sens que quand il s'engage effectivement, quand il y a une intention, quand il y a vraiment une participation émotionnelle dans le répertoire, les deux premières coordinations sont préservées et respectées. En conclusion, ce qui apparaît vraiment généralement poursuivi comme but, c'est de préserver la qualité de la posture et du souffle afin de respecter l'instrument corps-voix pour permettre à l'élève de chanter longtemps et sans fatiguer. Cela signifie que la pédagogie du chant dès le début doit vraiment chercher à établir un lien clair entre voix et corps. Les éléments communs nous a paru assez rapidement qu'il en existait. Nous avons pu en faire la liste et les détailler jusqu'au point où il reste commun aux différents genres de musique, quel que soit l'âge de l'apprenant et son genre. Au bout d'un certain temps, au bout d'un moment, c'est clair que les divergences apparaissent parce qu'on entre dans l'usage de l'instrument. Et enfin, pour la question du module, nous n'y avons pas répondu, déjà faute de temps. Et ensuite, il nous est apparu que les cours filmés et les professeurs que nous avons sollicités pour cet exercice, en fait, étaient tous plus ou moins de la même culture et ont tous passé par le Conservatoire de Lausanne. Et notre champ de recherche, en fait, s'est limité à Lausanne, au Conservatoire, à l'école sociale de musique et à l'EJMA. Ce champ restreint nous a paru trop restreint pour pouvoir en tirer une conclusion plus large et plus pertinente sur l'utilité d'un module, ce qu'il devrait contenir, à quel point il pourrait s'inspirer des deux modèles qu'on a retenus et étudiés qui nous ont paru déjà très pertinents et contenant vraiment tous les éléments que la littérature et les observations sont permis de mettre en évidence. Et ceci dit, nous avons vraiment constaté que les cours que nous avons observés étaient d'une très grande qualité. Si tous les éléments n'y apparaissaient pas chaque fois, c'était vraiment consécutif à une problématique de l'élève qui a certaines difficultés qui lui sont très personnelles et sur lesquelles le pédagogue a à se pencher et à passer du temps. Mais tous les éléments qui étaient transmis étaient vraiment de façon, une belle façon qualitative et correspondaient tout à fait à ce que la littérature nous suggérait de trouver dans des cours pour débutants. Donc voilà à quoi nous sommes arrivés. Vous êtes les premiers en fait à entendre ces conclusions parce que nous avons terminé l'analyse le 13 janvier sur le plan des notes, des petits résumés. La rédaction de l'article reste à faire, ce sera fait dans ces prochains mois et l'IRPM nous a
obligée à pouvoir rendre ceci présentable, au moins oralement, pour vous aujourd'hui, ce qui nous a obligé de clore aussi ce processus d'analyse dans un temps donné. Mais les questions sont maintenant à vous, et aussi volontiers. Je tiens juste à préciser que la bibliographie ferait partie de l'article qui va apparaître. Madame. Je voulais vous poser justement la question sur la bibliographie. Donc, est-ce qu'on peut avoir un aperçu ou carrément toute la liste En tout cas, oui. Alors, en tout cas, c'est Garcia, le traité de chambre, une version de 34, je pense. Garcia 41-45. 1841. C'est ça, mais c'est la première version. Oui, et après il y a plusieurs versions, 88 Oui. et 92 qui sont signées. Voilà, donc j'ai lu, ça n'est j'ai lu, j'ai commenté, en fait j'ai extrait des informations pour aller dans ces différentes rubriques. C'est aussi un livre que je lis depuis 30 ans, et c'est impressionnant de voir que chaque fois qu'on le lit, on a d'autres informations qui apparaissent. Et puis il y a un trou, il y a Marquesi aussi en tant qu'élève, et de voir comment elle a accompli des choses, et aussi le point de vue de femme, parce que voilà, je trouve c'est très intéressant. Dans son livre, que j'ai malheureusement lu en anglais, il n'y a pas beaucoup d'informations approfondies. C'est-à-dire, elle fait un résumé de Garcia, donc c'était légèrement décevant, mais en même temps, c'est aussi plus clair pour revenir en arrière de Garcia. Ensuite, il y a un trou, j'ai lu beaucoup d'articles qui datent de l'année passée, pour voir où on en est avec ces informations, des articles qu'on trouve facilement sur Internet. Il y a un excellent livre qui s'appelle Teaching Singing in the 21st Century, qui devrait en fait être dans chaque bibliothèque de chaque école du monde entier, parce que c'est un livre qui s'adresse justement à l'enseignement de chant pour le crossover. Et qui pose la question justement, est-ce que j'apprends du classique et ensuite du jazz, est-ce que j'apprends du jazz et puis ensuite le classique, est-ce que je prends les deux en même temps, et en fait, est-ce que c'est le même objet, et puis en choisissant des effets, après je fais la différence. Donc c'est un livre en anglais, très scientifique, extrêmement intéressant à lire, beaucoup de recherches en Australie, ils ont fait des statistiques, ils ont proposé des modèles au conservatoire de Brisbane dans le Queensland. Certains élèves ont pu suivre le modèle d'apprentissage, d'autres ont suivi l'enseignement plus traditionnel, puis on a pu quantifier en tout cas certains résultats très intéressants. Autrement, il y a le livre de Cornelius Reed, Terminology in Singing, extrêmement important par rapport à ces fameux inventaires de notions, où il essaie d'expliquer ce que c'est la voix de tête. Donc c'est un fond de dictionnaire très intéressant. Des Anglexicon, qui est un dictionnaire qui date de l'année passée, qui est apparu en Allemagne. Même chose, c'est une espèce de dictionnaire avec tous ces termes. Et ensuite, de Robin de Haas, donc pour le professeur illustratoire, La voix de la voix. Qui, soit dit en passant, est un orateur qui fait partie aussi de cette série de conférences. Il sera à Sion le 18 mai. Merci, le 18 mai, je crois. Et puis Catherine Sadolin, Complete Voice Technique, un magnifique livre, plein de planches, plein de ces nouvelles idées, de nos approches. Ce sont les livres dans lesquels je suis plus penché. Ce qui est sûr, c'est qu'une bibliographie plus exhaustive, en tout cas des 10 ouvrages, je disais une dizaine, des ouvrages qui vraiment font des références pour nous, sera publiée avec l'article qui sera visible, j'imagine, sur le site de l'ENU ou sur le site. Sur le site de. On ne sait pas encore. Voilà, on ne sait pas encore. Voilà, on va voir comment on le publie une fois qu'il sera. Il y a même un DVD, je trouve intéressant comme format maintenant de l'art à Sartre, qui maintenant 93 ans, et puis il y a 2 ans, on a fait un DVD, Comment chanter, avec des exemples. Et en plus, ce DVD, je suis allé chez elle, évidemment, pour voir de cours de chant, un peu le thé plutôt, mais c'était vraiment intéressant d'avoir cette culture qui nous vient des années, justement, comme a dit Mme Marie, il y avait cette question de qu'est-ce qui se passe avant les années 70 et qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis
comment notre esthétique, nos goûts ont changé. Et avec elle, on est vraiment dans une esthétique de chant qui date pour moi des années 50. C'était intéressant de faire, ou d'essayer de faire ces sons-là. Et puis ma question était, est-ce que les chanteurs des années 50 feraient carrière aujourd'hui? Est-ce que notre goût a tellement changé que, est-ce que Kirsten Flagstadt même entrerait au conservatoire? C'est vraiment intéressant d'écouter ces anciens enregistrements. Voilà. Pas plus. Donc les DVD, c'est intéressant comme format, aussi au niveau de littérature, avec des exemples vivants. J'aurais une question à propos du naturel. Donc, évidemment que quand on entend qu'il faut avoir ce naturel, on se pose évidemment beaucoup de questions, puisque s'il y a une chose dont on a à peu près sûr, c'est que l'humain n'est pas naturel et qu'il est culturel à partir du moment où il se met sur deux pieds. Voilà. Donc, je ne sais même pas si c'est au Villa Castrax, je ne suis pas sûre. Mais bon, voilà, ça c'est un bon débat. Donc, évidemment, le recours au naturel dans les questions de posture, les questions d'émission de son, les questions de souffle, etc., nous laisse un peu perplexe, j'ai envie de dire, puisque le naturel n'existe pas. Et puis pour avoir assisté à des enseignements de la coordination respiratoire à des chanteurs et à des souffleurs, moi j'avais plutôt l'impression que ce qui se passait, c'est qu'il y a des corps qui fonctionnent de manière culturelle, qui fonctionnent de manière individualisée, etc. Et puis qu'on les amenait d'un point, qui était le point de départ, à un certain nombre de transformations, et que ces transformations, elles étaient ni naturelles, plus naturelles ou pas naturelles, elles étaient aussi culturelles que le corps de départ, simplement le corps se spécialisait pour des usages clarinettistiques, vocalistes. Et je me demandais si ma question, c'est est-ce que le mot naturel n'est pas un mot piégé de manière systématique dans les situations de Absolument. Le mot naturel est ce qui est apparu. Donc si je regarde mon arbre fractal comme ça avec chant et puis respiration, et puis il y a le naturel qui apparaît, et ensuite il y a 50 000 petites arborescences pour dire ce que c'est naturel. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui viennent à ce qui est naturel, c'est le bébé. Il faut observer la respiration chez le bébé. Oui, c'est naturel pour le bébé en ce moment-là, avec un larynx beaucoup plus haut dans la gorge, etc. etc. La sève superficielle laminaire propre est beaucoup plus souple. Il n'y a pas de développement de muscles vocalistes comme on l'aura à l'âge de 18 mois déjà. Donc le naturel, justement, c'est un mot qui apparaît, mais c'est intéressant de voir qu'on converge sur le mot naturel. On ne va pas faire quelque chose de pas naturel, mais le problème c'est maintenant de savoir ce que c'est le naturel. Et je pense en tout cas, dès qu'on est adolescent, on commence à chanter, de dire chante au respire plus comme si tu étais un bébé, pour moi c'est complètement illogique. On est debout, on a une structure physiologique beaucoup plus développée, la larynx est descendue dans la gorge. Donc tous ces mots naturels apparaissent comme convergence dans notre étude, mais par contre, comme le soutien, au niveau du détail même, c'est là où ça diverge beaucoup. Je peux quand même rajouter que la plupart du temps, mais c'est un mot piégeant, je suis absolument d'accord, hein, au même titre que le mot sain, S-A-I-N. C'est ces mots génériques qu'on voit apparaître un peu comme le bio. Je ne sais pas les mots là-dessus. Mais moi, ce que j'ai compris dans ce mot, c'est qu'il respecte la physiologie et la fonctionnalité du corps. C'est souvent, ça sous-entend souvent ça, dans le sens où c'est travailler de façon à ce que ça puisse fonctionner longtemps sans inconfort. Ce serait peut-être plus précis de le détailler comme ça, c'est vrai, c'est mots. Mais même dans l'enseignement, hein, vous avez, mais je crois que c'est un mot qui revient dans tous les cours filmés. Allez-y, naturellement, marchez naturellement, les enfants. Oui, respire, mais en fait, laisse l'inspire se faire naturellement. C'est un mot qui est tout le temps là, un mot qui est récurrent. Mais dans le sens de la spontanéité et de rejoindre la nature profonde, on est de nouveau dans le côté profond, de rejoindre la fonctionnalité. C'est vraiment l'idée sous-jacente en chantant ça. Est-ce qu'on a... Mais le débat, je pense qu'on pourrait en parler longtemps.
Et c'est à sentir et comprendre. Après, chaque pédagogue adapte son langage aussi en fonction de son ressenti et de qui il est. Et je pense, pour rebondir sur la fin, une des choses que tu as dit enfin au niveau de l'imitation, je crois que le but, c'est pas de faire des professeurs formatés, c'est vraiment d'être des êtres à part entière qui ont notre personnalité, notre vécu. Voilà, les étudiants, les élèves nous arrivent, mais c'est avec nous qu'ils choisissent de travailler. Donc il y a une forme d'engagement et d'interprétation presque inhérente au fait de la relation qui va entrer en ligne de compte dans cet enseignement et qui est souhaitable parce qu'après, en changeant de pédagogue, de modèle, en comparant, en allant faire des stages, ça permet à l'autre, à l'apprenant, de trouver petit à petit sa façon de faire. Et je crois qu'il ne faut absolument pas annuler l'engagement, la personnalité et le risque d'interpréter. On en met aussi des interprètes, des chanteurs, et c'est, je pense, souhaitable de le rester. Voilà. Est-ce que vous avez observé une différence de transmission entre le classique et la musique actuelle? Au niveau de la résonance. Non, au niveau de l'enseignement. La Il y a une pédagogie. différence au niveau de la pédagogie interactive. Étonnamment peu. Étonnamment peu. C'était plutôt des différences liées au pédagogue qu'au style. C'est vraiment la façon d'entrer en relation à l'élève, les questions posées, l'attention portée à l'histoire de celui-ci, à ses demandes du jour, au fait qu'il a travaillé, pas travaillé, à l'observation du corps, de l'état dans lequel il arrive, enrhumé, fatigué, en forme. C'était très très semblable au niveau de la relation et de la façon de transmettre, extrêmement semblable. Oui. Évidemment, après, le contenu diverge très rapidement parce que l'enseignement a un but d'utilisation d'instruments qui diverge. Et Est-ce qu'il n'y a pas plus d'imitation chez les jazzeux et les musiques actuelles que chez nous en classique? Non. On a les deux. Autant des professeurs qui chantent et qui invitent l'élève à les imiter que des professeurs qui expliquent dans les deux. Enfin, les deux. Mais justement, moi, ce que j'ai trouvé magnifique dans cette observation, c'est que c'était finalement pas classique contre jazz, contre. Finalement, on n'arrivait plus à faire de catégories. C'était mettre l'autre dans sa voix, dans le style qu'il avait choisi. Et puis, au bout d'un moment, il y a aussi système D. Enfin, on sait ce qu'il faut transmettre, puis on fait avec ce qui arrive le jour où il y a la caméra, on fait avec ce qu'il y a. Et ça, c'était vraiment, je trouvais, très, très uniformément observant. On tient à disposition, d'ailleurs, si ça intéresse les uns les autres, les grilles, on a finalement réussi à faire une grille par pédagogue qui a été visée par celui-ci, qui a été, donc, qu'on a vraiment fait ensemble, c'est le résumé des 4 cours observés, de l'entretien d'1 heure qu'on a eu avec le pédagogue, et d'un échange de mails ensuite sur la grille en question qui a été validée par le pédagogue qui résume en fait sa vision et sa façon d'enseigner. C'est très intéressant de voir les 6, vous étiez 6. Moi, je me demandais, en fait, entre les styles, qu'est-ce qui est justement vraiment des différences structurelles et qu'est-ce qui est des clichés? C'est-à-dire, parce que j'ai l'impression que justement, quand on oppose classique, jazz, musique actuelle, il y a beaucoup de clichés qui viennent en tête, surtout dans le domaine vocal, plus qu'autre chose. Et qu'est-ce qui est vraiment, en fait, des différences fondamentales? Parce qu'en fait, si on veut bien, vous venez de le dire, c'est tout la même manière de fonctionner avec la voix. Donc, où sont les différences structurelles? Alors, ce n'est pas la même manière de fonctionner avec la voix, justement, c'est le même instrument de départ qu'on utilise ensuite. Alors là, on sort du naturel, on arrive vraiment à l'apprentissage, on parle d'un instrument de départ qui est le corps-voix, et qu'ensuite on destine à des utilisations diverses. Mais est-ce qu'il n'y a pas ces utilisations diverses dans tous les styles, justement? Parce que dans le domaine classique, si on fait du libério, on aura aussi des expérimentations diverses. Autant que si dans le chant jazz,
on fait des choses qui sont peut-être plus... Enfin, justement, j'ai l'impression que dans ces oppositions-là, on tombe vite dans des clichés. Bon, on va pas chanter Verdi, la même chose que le restatif de Mozart. Donc déjà au niveau de l'usage, voilà, c'est déjà des styles différents à l'intérieur d'un style, comme les musiques classiques. Je ne vais pas chanter un livre de Schubert avec les mêmes amplifications pharyngées que Bellini. Donc je pense, voilà, déjà on voit à quel point ça converge, et ça diverge à l'intérieur d'un même style. De toute façon, il y a un cliché que le jazz soit cool, et puis on n'a pas besoin de faire vibrato, on peut chanter pas, puis voilà, c'est tout ça. Puis les classiques, on les coincé parce qu'il faut vibrer, pas vibrer, machin. On est un peu en train de sortir de ça, heureusement. Ouais. Donc, voilà, donc en fait, ces catégories, elles ne sont pas pertinentes. Non, justement, c'est ça que nous essaie de démontrer, c'est qu'il y a un instrument, et puis après on ajoute des effets, et c'est ces effets qui donnent les différences de style entre les styles et à l'intérieur des styles. Ça nous a permis d'avoir une vision qui s'est remise à plat. Et qui a vraiment remis sur pied d'égalité toutes les utilisations possibles de la voix et qui sont vraiment pas exhaustives dans notre. Parce qu'il y a le chant esquimau, moi j'aimerais bien. C'est le chant esquimau. La voix parlée, on n'a pas été jusqu'à la manufacture. Donc c'est très court, il me semble qu'il y a un élément essentiel quand on compare des modes d'enseignement, c'est de se poser la question, je pense que vous l'avez posé, de savoir comment ont été formés ces professeurs, parce qu'il y a, personnellement, j'ai formé des professeurs ici à la haute école, qui après se sont, si je peux dire, improvisés à enseigner les musiques actuelles. Est-ce que vraiment ils ont été formés pour enseigner ces musiques, ou ce sont des professeurs qui sont plus classiques? Alors, parce que là, on pourra comprendre pourquoi ils enseignent. C'est là que notre champ d'investigation nous a paru trop restreint pour être vraiment représentatif de ce qui se fait en général. Et dans tous les professeurs qui sont sortis du conservatoire, c'est une question qui m'a été posée par Muriel Dubuis, qui était là hier soir quand on a un petit peu débattu autour de la préparation de cette conférence. Ce qui nous a paru évident, c'est que il y avait en commun un même souci de pouvoir argumenter et d'avoir des éléments justificatifs, j'aime pas trop ce mot, mais dans ce qu'on transmet, donc une conscience du pourquoi je transmets ça, pourquoi je demande tel geste, à quoi ça correspond, à quelle destination ça va, et d'où ça part, et ce que ça signifie anatomiquement. Il y avait cette recherche chez tous les pédagogues. Mais ta question, je pense, est légitime. Il y a parfois, on peut parfois voir des professeurs qui s'improvisent un peu et qui ont moins de conscience de ce qu'ils font en fonction du genre dans lequel on est, dans tous les genres. Si c'était ça la question. Pas tout à fait. C'était si on fait une étude comparative de la manière d'enseigner des professeurs qui viennent du classique et du non classique, le premier élément de base, c'est de se questionner comment ces professeurs étaient formés. Dans ce sens-là, je voulais dire, mais après tu l'as répondu. Voilà. En tout cas, les professeurs. Savoir comment ils ont été formés, c'est qui enseignent le non classique. C'est comme Madame Dubois hier soir a raconté qu'elle a fait ses études en classique ici, à Lausanne. Et puis ensuite, pour se spécialiser dans le jazz, elle a fait de Joe Steele, de CVT, elle a fait de Roy Hart, elle a expérimenté avec beaucoup de choses, mais tout en disant qu'elle est. Non, c'est ça. Puis on finit avec des professeurs de jazz qui nous font chanter un coup de France all night. Vraiment, mon système d'opéra. Donc, c'est ça. Et puis, je pense que c'est. Voilà, la différence de style n'est pas respectée parce que les connaissances peut-être de l'usage pharyngé, que pharyngé, de soumettre tout ça, à préciser l'usage. Alors moi j'ai une question en fait sur l'empreinte du geste vocal qui est différente selon les styles. Et ça, personne ne peut le nier pour quelqu'un qui a pu expérimenter le style classique ou le style rock, le style pop, le style jazz, le style soul, enfin, on peut nommer plein de styles différents. Si vous avez nommé dans les convergences les bases évidentes de respect de l'anatomie, de respect de la respiration, de posture, voilà. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est peut-être aussi de se plonger sur ces empreintes vocales,
ces empreintes du geste vocal qui sont quand même considérablement différentes. Et j'irai même plus loin, on peut aussi, quand on a parlé du naturel, par rapport à la langue maternelle qu'on a tous peut-être différente, il est prouvé que ça a une influence sur les résonateurs ou les différentes façons d'aborder les voyelles que l'on a après pour quel que soit le style de musique qu'on va chanter. C'est une empreinte qui est très forte. On apprendra par imitation justement à sonner de façon plus anglophone, à s'approprier certains sons qui ne sont pas naturels dans notre langue maternelle. Je pense qu'il est aussi intéressant de se pencher sur l'empreinte sonore qu'ont ces différents styles. Et ça sort un peu de notre recherche du moment. Enfin, c'est au bout d'un. Parce que l'empreinte, elle se fait à l'usage. Mais justement, l'usage commence quand? C'est ça la question, et ce serait toute la question de la recherche concernant les modules. C'était bien ça, c'est à quel moment le proposer, quelle longueur, par qui, parce que peut-être que c'est souhaitable qu'un chanteur se fasse former aussi bien que possible dans les écoles et qu'il se retrouve après 4 ans de carrière à se poser la question. C'est peut-être là que ça a ce sens, ça a du sens, ce module de base vocale. Je pousse un peu le bouchon, mais c'est peut-être là tout à coup des choses qui ont été dites au départ, mais qui ont passé inaperçues parce que ça se passait très bien par ailleurs, tout à coup deviennent pertinentes parce qu'elles prennent du sens. C'est là que c'est vraiment une ou plusieurs recherches supplémentaires qu'il faudrait pour creuser. Si c'était par rapport à cette empreinte. Cette empreinte, je pense à Tomatis, qui parle en fait d'un bande passante. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'entendre certains harmoniques selon la langue maternelle. Il explique même notre accent suisse, parce qu'on parle des Alpes, par rapport à un accent plus. Et il dit il dit, c'est écrit, il écrit ce genre de choses. Et donc cette bande passante a un rôle sur la taille du résonateur pharyngé. C'est-à-dire que j'essaie depuis 25 ans de corriger mon accent anglais en français, je l'entends, mais je sais aussi que les muscles ne sont pas encore prêts à accueillir les harmoniques nécessaires pour un français sans accent. C'est la théorie de Tomatis. Donc je pense qu'Elémens travaille sur l'oreille et les muscles entre les osselets, c'est sa théorie à lui, de développer les muscles entre les osselets de l'oreille moyenne et utiliser ça pour développer la musculature interne du pharynx. Et donc justement, une de ces grosses difficultés pour le chant, c'est que les 3/4 des structures nécessaires pour chanter, on ne peut pas les toucher physiquement. Non, justement, cela pose la question des prédispositions. C'est essentiel, je pense, dans ce sujet que vous avez présenté. Et de la disponibilité. La disponibilité, exactement. Voilà. Le chant est le seul instrument où on ne puisse pas dire à l'élève attends, ta voix que je te montre comment ça se fait. Le pianiste, on peut le pousser, on peut prendre ses tabourets, la flûte, on peut s'investir. Et donc, c'est ça ta question. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose de similaire entre différentes langues parlées, où c'est aussi le même fonctionnement, on utilise la voix, etc. Mais on a été sensibilisé depuis petit à une certaine langue, puis du coup, on a une manière d'entendre les langues ensuite qui est différenciée. Et puis, je ne sais pas, si j'entends quelqu'un parler chinois, je ne vais pas reconnaître les sons qu'il utilise. Mon cerveau a effacé la possibilité de pouvoir reconnaître certains sons. Puis des fois, j'ai l'impression que entre différents styles de musique, il y a la même chose qui se passe. Ou par exemple, quand vous présentez Siliti, c'est très intéressant, je trouve, parce que les 4 modes vocaux, votre manière de les entendre est de mettre une image ou une sensation dessus. Par exemple, exactement, ça vous parle à vous. Puis moi, je me dis, pas du tout, c'est pas du tout ça. et du coup, d'où l'importance. Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a l'importance d'avoir un dialogue entre ces différents styles me paraît essentiel, et merci beaucoup de proposer une telle recherche parce que je pense qu'on a tous à y gagner de pouvoir dialoguer entre nos différents styles. Mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas une limite avec notre façon d'entendre? Est-ce qu'on n'a pas des moi, je pense avec ce même principe de Tomatis, cette bande passante, un filtre perceptif qu'on a, qui a influencé dès la petite enfance sa formation des structures pour articuler, faire du son. Donc, ce serait
Ma réponse à ça. Bon, c'était pas vraiment une question en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Mais aussi, par exemple, le modèle Estil, dont vous avez juste parlé, moi je le trouve super intéressant parce que du coup il va dans quelque chose de très concret, de très physique, de lier un son à l'utilisation d'un élément anatomique clairement identifié qui a été répertorié, vu avec des laryngoscopies, identifié avec des électrodes où on voit le muscle qui bouge. Et on fait le lien avec le son, et pas seulement à l'oreille humaine, mais avec un spectrogramme qui du coup présente les spécificités de ce son-là. Et puis c'est extrêmement détaillé, ils n'ont pas 4 qualités vocales, mais 6 qualités vocales, et puis qui du coup sont très 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 précisément décrites anatomiquement avec le son qui est représenté. Oui, et tout ça c'est lié à l'émotion. C'est ce que, une force chez elle, c'est que vous trouvez une certaine couleur, elle utilise ce qu'on appelle le sanglot. Voilà, donc en faisant le sanglot, on a trouvé une position laryngienne, on a développé un peu certaines voyelles. Elle utilise beaucoup de ces émotions assez naturelles. Elle va accéder au diaphragme par le rire, elle va accéder au diaphragme par les pleurs. Elle a beaucoup de classique aussi. Comment? Classique aussi. Absolument, mais c'est ça le truc, il n'y a pas un cliché, c'est cloisonnement. Nous, on a créé des cloisonnements stylistiques. On l'a créé, on fonctionne, c'est ce qu'on est naturel de nous voir avec nos expériences, comment on est physiquement. On a créé, nous, je pense en tant qu'artistes, ces cloisonnements pour dire ça c'est les jazzeux, ça c'est les classiques, ça c'est les R&B. En fait, on parle d'un même instrument. Et que Joy Steele, justement, ce qui est génial chez elle, c'est qu'elle a décidé que tout corps, dès que je commence à sangloter, va réagir on va avoir accès à un certain mouvement corporel si on fait des sanglots. Et ce mouvement corporel correspondrait avec un certain son, avec un certain geste laryngé et pharyngé. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est qu'on voit bien que ce qui différencierait les sons qu'on trouve dans différents styles, ça se trouverait à l'étape d'après par rapport à vos mécanismes de base, les mécanismes de base dont vous parlez. Après la posture, la respiration et la phonation, mais ensuite il y a les positions du larynx qui là changent complètement le son. Donc ça serait l'étage du dessus qui nous permettrait de différencier ces différents styles. Voilà. Oui, j'insiste un petit peu, mais je suis d'accord et pas d'accord en fait avec ce que tu dis, parce que si ça fonctionnerait si on détachait, si on cloître, enfin pas cloisonner, mais si on faisait un détachement entre l'apprentissage d'une bonne respiration et l'utilisation de sa voix. Si par exemple dans l'enseignement on estime que tout ça, comme c'est une coordination, est abordé en même temps, ben, a priori, quand moi j'aimerais enseigner classique, mais la direction que je vais prendre sera forcément celle du classique, par rapport à l'obtention d'un son, et qu'il soit un débutant ou un avancé, ma recherche sera la même. Donc déjà, il y a un parti pris. Il y a déjà un parti pris dans l'utilisation. Et c'est ça que moi m'interroge dans votre recherche, c'est où se situe justement ce parti pris, quand est-ce que exactement. Parce que personnellement, moi, mon avis, c'est que dès le premier jour du cours de chant, j'instaure cette envie de coordination, mais avec le son, avec le souffle, sur une posture, sur un genre et un style. Tout de suite. Pour servir le style que moi je connais. Oui, qui sont tous spécialisés. Voilà, dans lequel je me suis Alors du coup, est-ce que ça revient à dire que l'idée du module, finalement, on devrait avoir quelqu'un qui n'est pas chanteur, qui n'est pas, on va dire, orienté vers un style, si je t'écoute. Ah ouais. Donc ça serait c'est ça tout la à fait. La conclusion, c'est une question. C'est une question. Voilà. Est-ce qu'au fond, c'est possible d'enseigner de manière, on va dire, neutre et indistincte par rapport à un objectif? Donc, si je te comprends bien. Mais oui, mais ça rejoint en plus la conférence d'avant. Ouais. Qui proposait justement, qui parlait des mutations, qui parlait de cette empreinte, ce mot-là,
Oui, c'est une question essentielle, je pense. Merci, les midi 20, si jamais. Oui,